Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de notre série RTP. Et aujourd'hui, en ce 8 novembre 2006, nous allons tester les deux premières cartes graphiques Nvidia sorties de la génération 8000. Donc la 8800 GTX et la 8800 GTS 640 mégaoctets. Alors déjà, comme vous avez pu le voir, j'ai changé de micro, mais vous inquiétez pas, je vais en faire une vidéo sur ce micro parce qu'il y a des choses à dire. Mais c'est pas le seul truc qui va changer dans cette vidéo. Il se trouve que, alors déjà cette vidéo a du retard, elle aurait dû sortir bien plus tôt. Pour cette vidéo, donc l'épisode 5 et à l'épisode 7, il y aura un peu des changements. Pour celle-là, déjà, je vais faire un peu plus confiance à votre capacité de lecture, notamment pour les caractéristiques des cartes graphiques. Je ne vais pas tout détailler, je vais vous afficher toutes les specs que j'ai pu noter. Je vais essayer de dire quelques différences, mais je vais pas non plus tout dire. Et aussi pour les jeux. Alors, il se trouve que je teste beaucoup de jeux, mais dans la vidéo, j'ai tendance en fait à tous les énumérer. Ce que je vais faire, c'est que je vais toujours essayer de faire autant de tests de jeux que je peux, mais en vidéo, je ne vais pas tous les dire. Et si vous voulez les infos sur justement les tests que je n'ai pas dit en vidéo, je vous rends accessible dans la description un lien vers un Google Doc où je rentrerai en fait toutes les stats que je rentre par rapport au carte graphique, au processeur, et du coup aussi pareil, je mets ça accessible sur les anciens épisodes et sur les nouveaux. Comme ça, moi, ça me permet de faire des vidéos plus courtes. Et si vous voulez quand même toutes les infos, vous avez juste à cliquer sur le lien et vous pourrez directement arriver sur un Google Doc avec toutes les infos que moi j'ai pu rentrer. Alors pour ceux qui se posent la question, les jeux sont classés par ordre de date de sortie. Voilà, donc si vous cherchez un jeu, essayez de regarder quand il est sorti et voyez si je l'ai testé ou pas. Bref, sans plus attendre, on va d'abord commencer avec ces deux cartes graphiques et on va commencer par leurs caractéristiques. Donc je vous affiche à l'écran les caractéristiques de trois cartes graphiques. Donc la 8800 GTX, forcément, la 8800 GTS 640 mégaoctets, mais aussi la 7900 GTX, pour que vous ayez en fait un petit point de comparaison, un point de repère, pour voir qu'est-ce que donnent ces cartes-là par rapport aux anciennes cartes, surtout par rapport à l'ancienne carte haut de gamme de Nvidia. Tout d'abord, on change d'architecture, on passe de l'architecture Curie à l'architecture Tesla. La gravure reste la même, la densité de transistors reste la même, donc jusque-là Nvidia n'a pas fait de changement. Par contre, la puce est beaucoup plus grande et qui du coup donne beaucoup plus de transistors. Pour vous donner une petite idée, la puce qu'il y a dans cette carte graphique de 484 mm² est plus grande que la puce AD103. Si ça vous dit rien, dites-vous que la puce de cette carte graphique est plus grande que la puce d'une 4080 Super. Voilà, juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Ensuite, en dessous, alors petit truc intéressant, j'ai noté à gauche les pixel shaders et les vertex shaders. Il faut savoir que sur les générations 7000 et avant, c'était deux valeurs séparées, donc c'était deux types de cœurs sur la carte graphique séparés, mais à partir des 8000, c'est la plus grosse nouveauté d'Nvidia, et je pense que c'est peut-être l'une des plus grosses innovations qu'Nvidia n'ait jamais fait, c'est l'unification des pixel shaders et des vertex shaders pour donner les shader core, tout simplement, plus communément appelés les CUDA core. Et on peut voir aussi que le nombre a explosé, hein. On est passé de 24 et 8 à 96 et 128, ce qui est tout bonnement gigantesque, ce qui explique aussi le gain de la taille de la puce avec le nombre de transistors en plus. C'est parce qu'il y a énormément de plus de cœurs. Pour la fréquence de la carte graphique, on peut voir que la fréquence du GPU sur ces deux cartes est inférieure à celle de la 7900 GTX, donc c'est la première valeur, celle qui est dans les 500 MHz. Par contre, le shader clock est découplé du GPU clock, et lui par contre il est beaucoup plus haut et il crève le plafond. En fait, Nvidia a fait ça tout simplement pour gagner en performance, parce que sinon ils auraient été limités. Concernant la VRAM, là aussi il y a un énorme gain. La 7900 GTX était à 512 mégas de VRAM, là où la petite 8800 GTS se retrouve avec 640 mégas de VRAM et la grosse 8800 GTX se retrouve avec 768 mégas de VRAM. Alors aujourd'hui, on a une époque où on est en mode oui, 12 Go, 8 Go, c'est plus assez pour les cartes graphiques, il faut au moins du 16 Go, du 20 Go, du 24 Go de VRAM. À l'époque, 768 mégas, c'était le ultra haut de gamme, hein. Et en vrai, c'est des valeurs qui sont assez impressionnantes, surtout pour la 8800 GTS, parce que pas oublier qu'à la génération d'avant, parmi les cartes haut de gamme, les cartes avaient soit 512 mégas de VRAM, soit 256 mégas de VRAM. Donc là, de voir que même pas la carte la plus haut de gamme a plus de VRAM que la plupart des cartes haut de gamme avant, en soi c'est un petit peu impressionnant. Concernant la fréquence de la VRAM, on est à peu près pareil, sauf pour la 8800 GTS, on est un petit peu en dessous de la carte d'avant, mais pour la GTX, on se retrouve au-dessus. Par contre, là où ça va faire la plus grosse différence, c'est par rapport à la largeur du bus. Pour la GTS 640, on passe sur un bus de 320 bits, parce qu'il y a plus de puces mémoire, donc une bande passante totale de 63 gigaoctets par seconde. Et pour la GTX, vu qu'il y a 12 puces mémoire, on est sur un bus de 384 bits. Pour info, c'est la même largeur
de bus qu'une 4090, hein. Ce qui fait qu'on a une bande passante VRAM de 86 Go par seconde. Et en vrai, les 86 Go par seconde de la GTX, c'est vraiment impressionnant, surtout pour son temps. J'ai pas trouvé de valeur de cache L2 pour la 7900 GTX, donc soit c'est qu'elle avait pas de cache L2, soit c'est que vraiment la valeur est trop bien cachée sur internet. Par contre, pour ces deux cartes là, j'ai pu trouver la valeur, donc on est sur du 80 kilo-octets et du 96 kilo-octets. Et concernant les TDP, alors là aussi il y a un énorme gain. L'ancienne haut de gamme, on était sur un TDP de 84 watts, ce qui est rien du tout, sachant qu'une 1650 Super a un même TDP. À l'époque c'était le ultra haut de gamme, aujourd'hui c'est genre de l'entrée de gamme. Par contre, pour ces deux cartes là, on a un TDP qui est annoncé beaucoup plus haut, donc 143 watts pour la GTS et 155 pour la GTX, ce qui est en vrai pas mal. Mais on verra juste après que ça veut pas tout dire. Concernant les features, alors c'est là qu'il y a des grosses différences. Alors tout d'abord pour le port PCI Express, on reste sur exactement le même. Donc ça c'est un port PCI Express 1.0 x 16, exactement le même qu'avant. Pour info, ça vous donne une bande passante de 4 Go par seconde seulement. C'est autant de bande passante qu'un port PCI Express 5.0 x 1. Voilà, je dis juste ça comme ça. Et fait intéressant, pour les FP32, donc ça c'est les calculs en virgule flottante, les 8800 peuvent le faire. C'est grâce justement à leur cœur CUDA qui prennent en charge OpenCL. Et donc on peut voir du coup qu'il y a des valeurs en gigaflop de 228 et 345. Alors, juste, si je vous rappelle les épisodes d'avant, le processeur le plus puissant en calcul de gigaflop en FP32, c'était le Core de Quad QX 6700 avec 85 gigaflops. Là on est sur des cartes graphiques qui font minimum x3, voire pour une x4. Et enfin les plus grosses nouveautés, les compatibilités avec DirectX. La 7900 GTX n'était compatible que avec DirectX 9.0C en version logicielle et DirectX 9.3 en version matérielle. Là sur ces cartes là, on passe sur du support en DirectX 10.0 niveau matériel et 11.1 niveau logiciel. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients, j'y viendrai juste après. Le support d'OpenGL qui prend une version, OpenCL qui du coup maintenant est compatible, le support de CUDA, la toute première version, et les shader modèles pareil qui passent un gap. Maintenant, concernant les prix, alors c'est là où c'est intéressant, la 7900 GTX, donc la plus haut de gamme avant, était vendue à 499 $ en mars 2006. Ajusté pour inflation aujourd'hui, ça fait 768 $. T'es vraiment sur une carte du très haut de gamme, hein. La 8800 GTS 640 était annoncée à un prix de 449 $. Donc 50 $ moins cher pour, vous l'avez vu, plus de VRAM, plus de bande passante VRAM, beaucoup plus de CUDA Core, des versions améliorées, enfin des supports logiciels énormément améliorés par la carte d'avant pour 10% du prix en moins, ce qui est quand même pas mal. Et ce qui fait que ajusté pour inflation aujourd'hui, ça voudrait dire que la 8800 GTS était annoncée à 688 $. Ça vous fait une grosse réduction de prix pour quand même pas mal de nouveautés en plus. Par contre, la 8800 GTX, donc vraiment la très haute gamme de l'époque, la plus puissante annoncée, était annoncée à un prix de 599 $. Ce qui fait que ajusté pour inflation aujourd'hui, ça fait quand même une carte à 918 $. Ça fait un peu cher mais pas tant que ça, sachant que à l'époque le ultra haut de gamme valait 918 $. Aujourd'hui chez Nvidia pour 918 $, vous avez au mieux une 4070 Ti Super, vous avez même pas une 4080 ni une 4080 Super. À l'époque, vous avez le best du best. Bien, maintenant que ça c'est fait, passons au benchmark. Et alors, j'aurais vraiment aimé faire des benchmarks synthétiques, vous savez, genre des rendus sur des trucs. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas trouvé de logiciel compatible avec des cartes comme ça, compatible avec des versions si anciennes de CUDA et d'OpenCL. J'avais réussi à trouver un test à un moment, mais le problème, c'est que ces cartes-là ne sont pas compatibles dessus. Donc, malheureusement, j'ai pas pu faire de vrais tests synthétiques pour ces cartes-là. Mais je vais par contre parler de la consommation. Alors, ces cartes-là, je ne peux pas voir leur consommation avec un logiciel sur un PC, c'est-à-dire que les cartes n'apparaissent pas. Donc, ce que j'ai fait pour essayer de trouver la vraie consommation de ces GPU-là, c'est que j'ai utilisé ceci. Donc, c'est un ancien Riser que j'utilisais pour miner. Et l'avantage de ce Riser, comparé à des vrais Riser qu'on met dans des PC pour mettre sa carte graphique à la verticale ou autre, c'est que ceux-là, en fait, ont un tout petit connecteur. Et l'avantage de ce connecteur, c'est que ce connecteur ne fait passer que des données. Il ne fait pas passer de courant, ni de puissance, ni quoi que ce soit. Ce qui veut dire que si on branche une carte graphique ici, si on veut alimenter la carte graphique, il faut à la fois brancher le Riser à une alimentation et du coup aussi brancher les ports d'alimentation des cartes graphiques à une alimentation, paraît logique. Et en fait, j'ai utilisé une deuxième alimentation. Et cette deuxième alimentation, le seul truc qu'elle alimente, c'est le Riser pour donner du courant au port PCI Express de la carte graphique et je l'ai relié du coup au port 6 pins des cartes graphiques. Comme ça, j'avais une alimentation qui ne gérait que la carte graphique. Et du coup, en reliant ça sur un wattmètre, je pouvais voir la consommation totale du coup de l'alimentation
plus de la carte graphique. Je sais que ce n'est pas parfait et je vous assure que j'aurais adoré avoir le système P4 de Nvidia. Vraiment, je vous jure, j'en rêve de ce truc, ça a l'air beaucoup trop bien. Mais en attendant, c'est le moyen le plus simple que j'ai pour vérifier la consommation d'une carte graphique. Donc je vous affiche le graphe à l'écran et je vais vous l'expliquer un petit peu vite fait. Donc les deux valeurs du bas, c'est quand les cartes graphiques sont au repos. Le chiffre le plus grand, donc par exemple pour la 8800 GTX, le 74 watts, en fait c'est la valeur prise à la prise électrique. Donc ça c'est en comptant aussi les pertes dans l'alimentation. Et la valeur qu'il y a en dessous, donc le 59 watts pour la 8800 GTX au repos, c'est disons une valeur calculée si on ne prenait que 80% de la consommation de l'alimentation. Parce que vu que c'est une alimentation qui est du 80 plus bronze, j'ai essayé de partir sur, allez, vu qu'elle est 80% efficace, on va prendre la valeur de consommation à la prise, on va multiplier le résultat par 0,8 pour avoir du coup la conso, entre guillemets, que de la carte graphique en enlevant les pertes de l'alimentation. Je sais que dans les faits, quand une alimentation se retrouve si bas en consommation, son efficacité est bien plus basse que 80%, mais comme je vous dis, j'ai pas trop de moyens de bien vérifier la consommation. Donc, je vous affiche du coup les deux résultats à l'écran, donc la valeur prise à la prise et la valeur entre guillemets calculée avec 80% d'efficacité. On peut voir que pour les deux cartes, quand elles sont en repos, elles consomment un max, c'est-à-dire que même en calculant avec l'efficacité, on est à plus de 50 watts de consommation. Et là, vous allez dire, attends, ça peut pas être vrai, une carte graphique qui consomme autant en repos. Ah si, je peux vous dire, parce que même quand la carte fait rien sur le PC, le ventilateur tourne quand même pas mal et il y a de l'air chaud qui sort de la carte. Et même la température de la carte est pas basse. Normalement, quand une carte tourne avec le ventilateur activé, sa température est censée être très basse. Là non, la carte est environ à 50 degrés au repos, alors qu'elle ne fait rien du tout et le ventilateur tourne et il y a de l'air chaud qui sort. Donc oui, les 50 watts, je veux bien les croire. Par contre, lorsque les cartes sont utilisées et en pleine charge, pour la 8800 GTS, on atteint 107 watts à la prise. Donc, ce qui veut dire que la carte en elle-même consomme moins. Et si on fait le petit calcul des 80%, c'est-à-dire que la carte se retrouverait juste en dessous des 90 watts de conso, ce qui en vrai est vraiment bas par rapport à ce qu'Nvidia a annoncé, parce que la GTS, elle était annoncée autour des 140 watts pour rappel. Et pour la GTX, la valeur prise à la prise était de 147 watts de consommation. Donc en faisant le calcul des 80%, ça veut dire que la carte se retrouverait autour des 120 watts, ce qui est quand même vachement en dessous des 155 watts annoncés par Nvidia. Ce qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire que les cartes consomment beaucoup moins que ce qu'elles devraient consommer, ce qui en soi est un point pas mauvais. Maintenant, passons aux benchmarks de jeux. Alors d'abord des benchmarks de jeux synthétiques avec 3D marques. On va commencer avec Ice Storm. Donc on peut voir qu'en termes de résultats, la GTX se retrouve pas loin des 100 000 points, que ce soit sur la version normale ou Unlimited, et autour des 63 000 pour le extrême. Et la GTS, on perd quand même pas mal, on perd environ un quart de performance, peu importe les tests. Sur Cloudgate, donc là c'est un test en DirectX 10.0, on est autour des 8300 points pour la GTX et 6400 pour la GTS. Donc pareil, on n'est pas loin d'une perte d'environ un quart de performance, ce qui en soi est cohérent, vu que pour rappel, la GTS n'a que un quart, enfin il lui manque un quart de Q d'accord par rapport à la GTX. Donc c'est normal de retrouver des pertes de un quart de FPS. Maintenant pour les jeux, comme je vous l'ai dit juste avant, je ne vais pas parler de tous les jeux. Donc si vous voulez aller voir tous les jeux auxquels j'ai testé, n'hésitez pas à cliquer sur le Google Doc et à scroller à travers les résultats. Mais là je vais juste parler de quelques jeux intéressants. Tout d'abord Call of Duty 4 Modern Warfare, qui était le code sorti pas longtemps après ces cartes graphiques là. On peut voir que la GTX peut atteindre 186 FPS de moyenne lorsque le jeu est en 1080p minimum avec 80 FPS en 1% low. La GTS on tombe à 143 pour 52 FPS en 1% low. En vrai ces résultats m'ont vraiment impressionné. Lorsqu'on passe le jeu au maximum, on perd pas mal en FPS moyen, mais surtout pour la GTS, on perd beaucoup en FPS en 1% low. On tombe à 9 FPS. Moi, ce qui m'a surtout impressionné dans ces résultats, c'est de voir à quel point les 1% low étaient assez élevés pour la GTX, ce qui veut dire qu'à l'époque, comme vous pouvez le voir, je vous ai mis également les valeurs avec le QX 6700 en mode le meilleur processeur de l'époque avait tel résultat, les cartes graphiques de l'époque avaient tel résultat, au moins vous pouvez voir c'était lesquels qui bottleneckaient lesquels. Sur Crysis, alors là c'est des résultats intéressants, en 1080p minimum sur le test GPU en DirectX 9, la 8800 GTX arrive presque à faire 100 FPS de moyenne, ce qui en vrai est impressionnant, avec un très bon FPS en 1% low, la GTS qui est pas loin derrière, et on peut voir surtout que le processeur, c'était lui qui limitait à l'époque, vu qu'il se trouve en dessous de ces deux cartes graphiques là. Lorsqu'on passe le jeu en DirectX 10, on a une petite baisse en FPS, et alors là c'est le truc qui a donné naissance au mème de Crysis, le Can It Run Crysis. Est-ce que ça fait tourner Crysis? Lorsqu'on met le jeu au maximum, la 8800 GTX tombe à 20 FPS de moyenne
avec 13 FPS en 1% low, ce qui est vraiment ridiculement bas. Et pour la GTS, on tombe à 13 FPS de moyenne pour 8 FPS en 1% low, ce qui fait que lorsqu'on mettait le jeu au maximum, c'était pas du tout les CPU qui nous limitaient, c'était vraiment les cartes graphiques parce qu'à l'époque ce jeu était ultra gourmand. Et lorsqu'on passe le jeu en DirectX 10, j'ai pas pu compléter le test sur la GTX, j'ai pu le faire que sur la GTS. Je vous expliquerai après pourquoi la GTX, il y a certains tests que j'ai pas pu faire. Ensuite, Far Cry 2, donc pareil, là lorsqu'on met le jeu au minimum en DirectX 9, les cartes graphiques arrivent à afficher très bon FPS moyen, ça fait des jeux très fluides. Lorsqu'on passe le jeu en élevé en DirectX 10, c'est pas les meilleurs FPS, mais ça reste quand même des très bons FPS, 50 FPS de moyenne pour la carte la plus puissante, c'est vraiment très bien. Et lorsqu'on passe le jeu au maximum en DirectX 10, là on tombe à 30 FPS sur la GTS. GTA 4, alors lui bah du coup c'était un jeu qui était ultra gourmand à l'époque, même en 1080p minimum, la 8800 GTX ne faisait que 30 FPS de moyenne. Ce jeu était vraiment pas du tout bien optimisé, mais c'est quand même pas mal d'or qu'elles arrivent à tenir. Sur Batman Arkham Asylum, lorsqu'on met le jeu au minimum, on arrive à avoir du 120 FPS de moyenne sur la GTX, moi je trouve ça juste complètement dingue, et 90 FPS de moyenne pour la GTS, je trouve ça fou. Lorsqu'on passe le jeu au maximum, sans physics, parce que j'ai voulu tester avec et sans, voir s'il y avait un impact. Bah déjà, on garde des FPS moyens qui sont tout à fait acceptables, hein, 80 pour la GTX et 60 pour la GTS, ce qui fait que même le jeu au maximum, déjà il était sorti plus tard, mais on pouvait quand même y jouer sur des cartes haut de gamme qui étaient de 2006. Et lorsqu'on active physics, en vrai on perd pas tant de FPS que ça, on perd que 5 FPS en moyenne. Je m'attendais à un écart plus important que ça, vu qu'à l'époque c'était quand même le gros truc de Nvidia que les jeux puissent supporter physics. Alors je les intègre vite fait, mais les Call of Duty, donc Modern Warfare 2 et Black Ops 1, on arrive à la limite des 90 FPS sur ces cartes là, donc ce qui fait que la GTX à l'époque pouvait faire tourner le jeu en 1080p minimum, techniquement au plus de FPS que l'on pouvait, vu qu'on pouvait pas dépasser les 90 FPS, que ce soit en multi et en zombie. Alors Battlefield 3, oui je réintègre le jeu parce que ça y est, j'ai enfin réussi à faire tourner ce de jeu, je le dis, je l'annonce. En 720p minimum, la GTX arrive à faire 59 FPS en moyenne, ce qui en vrai est très impressionnant. Et la GTS par contre est autour des 40 FPS en moyenne. Et lorsqu'on passe le jeu en 1080p, là on fait des énormes chutes, 30 FPS pour la GTX et 21 pour la GTS, ce qui est vraiment bas. Far Cry 3, oui, parce que les cartes arrivaient à faire tourner Far Cry 2 comme il faut. Est-ce qu'elles vont arriver à faire tourner Far Cry 3, un jeu sorti en 2012? En 720p minimum, la GTX arrive à faire du 60 FPS en moyenne, tout juste. La GTS, on est plus proche des 44 FPS en moyenne. Par contre, lorsqu'on passe le jeu en 1080p, là les cartes s'effondrent, 30 FPS de moyenne pour la GTX et la GTS, comme vous pouvez voir, les 1% low sont vraiment très mauvais, donc pas très jouable. Tomb Raider 2013, alors pour ce jeu j'avais beaucoup d'attentes parce qu'il était extrêmement bien optimisé sur les processeurs. Vraiment, vous pouvez voir là le QX 6700. Par contre, les cartes graphiques, même en 1080p minimum, les cartes galèrent pas mal. Et j'ai testé, et par contre en 1080p maximum, il n'y a pas tant de pertes que ça. C'est-à-dire sur la GTX, on peut quand même jouer sur un 30 FPS. Battlefield 4, j'ai voulu tester, et étonnamment, le jeu affiche plus de FPS que BF3. C'est-à-dire qu'en 720p minimum, la GTX arrive à faire 70 FPS de moyenne, et la GTS 56 FPS de moyenne avec des 1% low qui sont proches des 35-40 FPS. Et en 1080p minimum, la GTX par contre tombe à 41 FPS de moyenne, et la GTS tombe en dessous des 30 FPS de moyenne. Mais en vrai, j'étais très impressionné de voir les résultats de la GTX sur BF4 en 720p. Genre vraiment, on peut avoir une expérience fluide, ce qui est assez impressionnant pour un jeu sorti en 2013, donc faut pas l'oublier, quand même presque 7 ans après la sortie de la carte, ce qui est plutôt impressionnant. Et enfin, pour parler de jeux un petit peu plus récents, GTA V, car oui, ces cartes graphiques sont compatibles sur GTA V, vu que GTA V possède deux modes, DirectX 10 ou DirectX 11, et sur GTA V, en vrai, en 720p minimum, 50 FPS de moyenne pour la GTX, 35 pour la GTS, les FPS en 1% low qui sont pas terribles. Par contre, lorsqu'on passe en 1080p, on passe à 30 FPS pour la GTX et 23 pour la GTS. Et enfin, j'ai voulu intégrer un dernier jeu à la liste, un jeu qui est très récent, un jeu qui a été sorti en 2023, Battle Beat Remastered. Voilà, ça m'intéressait, je me suis dit, en vrai, il y a moyen que ces cartes-là fassent des résultats assez impressionnants. Pas tant que ça. 67 FPS de moyenne pour la GTS et 61 pour la GTX. J'ai refait les tests plusieurs fois et vraiment, j'avais toujours la GTS qui était au-dessus de la GTX. Par contre, la GTX avait un meilleur 1% low en 720p. Et par contre, lorsqu'on passait en 1080p, là, la GTX repassait au-dessus de la GTS. Mais les résultats, je les trouve pas si impressionnants que ça. Si vous vous rappelez, on n'est pas loin des résultats de BF4. Alors que quand on compare la gueule des deux jeux, il y en a un qui est clairement plus joli que l'autre. Voilà, donc ça on est fini pour les benchmarks. Je vais maintenant faire un petit débrief sur ces cartes graphiques. J'ai été vraiment ultra content de pouvoir tester ces cartes là. Vraiment, déjà j'avais très envie de tester des cartes graphiques dans cette série parce que je dois avouer que 4 épisodes de suite sur des CPU, c'est un petit peu chiant. Et techniquement d'ailleurs là les deux prochains épisodes, donc 6 et 7, ça va être sur des processeurs.
Bon, techniquement j'ai bientôt fini l'épisode 6 sur l'Athlon 64X2, mais vraiment j'avais très hâte de tester ces caraviques et clairement j'ai pas été déçu. Ces cartes là peuvent sur des vieux jeux afficher des très bons FPS et surtout l'avantage qu'elles ont le support de DirectX 10 mais aussi un petit peu de DirectX 11, ça permet de pouvoir jouer à des jeux qui sont beaucoup plus récents. Comme vous avez vu, ces cartes là sont capables de faire tourner Battlefield 4 sorti en 2013, Far Cry 3 sorti en 2012, GTA 5 sorti en 2015, BattleBeat Remaster sorti en 2023, donc vraiment ces cartes là peuvent faire tourner des jeux qui sont assez récents. Mais le problème c'est que elles n'ont que le support matériel de DirectX 10, ce qui fait qu'il y a plein de jeux qu'elles ne supportent, mais alors pas du tout, parce qu'elles n'ont pas le support matériel de DirectX 11. Elles le supportent au niveau logiciel, mais pour beaucoup de jeux c'est vraiment pas suffisant. Donc soit les performances sont désastreuses, soit les jeux ne se lancent pas du tout. Et aussi il y a d'autres problèmes, c'est par rapport aux drivers. Je crois que les derniers drivers de ces cartes là datent de 2015, mais c'est trop vieux pour des jeux plus récents. Aussi, autre truc, le problème de ces cartes là, et c'est pour ça qu'en vrai il faut que je me dépêche de faire cette série, c'est qu'elles sont vieilles. Elles ont servi pendant longtemps, avec le temps elles ont pu s'user, et la GTX m'est morte entre les doigts pendant que je faisais mes tests. Elle s'est mise à faire des énormes artefacts, et la carte était morte en fait, c'est-à-dire que dès que je lançais un jeu, au bout de 2 minutes, la carte commençait à faire de la merde et le jeu plantait. Mais j'ai réussi à la sauver, à la sauver en la chauffant, parce que ces vieilles cartes là, et je crois jusqu'au GTX 400, on pouvait les passer alors soit au four avec une certaine température et une certaine durée, soit les réchauffer avec un pistolet air chaud, en fait pour ressouder le GPU et ressouder les puces mémoire. Et en fait par rapport au problème que j'avais, je me suis dit ça vaut vraiment le coup de tenter, parce que c'était, je lance un jeu, le jeu tourne bien, mais c'est qu'au bout d'un moment que je commence à avoir des problèmes. Mon hypothèse c'était, ok donc c'est peut-être par rapport à la température que du coup le GPU doit légèrement se déformer, et que du coup il y a des soudures qui doivent plus bien faire contact, et du coup ça va faire des artefacts, que ce soit sur le GPU ou alors sur la VRAM. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un gros pistolet air chaud, j'ai bombardé la carte pendant quelques minutes à la fois sur le GPU, j'ai essayé un petit peu de faire sur la VRAM aussi, histoire en fait de refaire légèrement fondre la soudure et du coup qu'elle se reprenne bien. Et ben ça a marché, c'est-à-dire que la carte après j'ai pu l'utiliser, faire tous les benches qui me restaient à faire sans avoir aucun problème. Sauf il y a certains jeux, comme je vous l'avais dit avant, je pouvais pas compléter les tests en DirectX 10 parce que la carte plantait. Je pense que la soudure a dû aider sur pas mal de points, c'est-à-dire éviter qu'il y ait des artefacts, mais je pense qu'il y a certaines fonctionnalités de la carte qui du coup ont quand même dû mourir définitivement, ce qui fait que la carte devait être instable sur des jeux avec DirectX 10, enfin du moins sur certains qui devaient, je pense, utiliser certains algorithmes en particulier, parce que par exemple sur GTA 5, j'avais eu aucun souci, même après plusieurs tests, mais Far Cry 2 et Crysis 1, lorsque je lançais les tests en DX10, bah, ça plantait assez rapidement, donc je pouvais pas finir les tests. Par contre la GTS, elle a pu faire tous les tests sans aucun souci, donc ça montre bien que c'était un problème du GPU et pas de la technologie de l'époque, vu qu'elle s'en sortait assez bien. Aussi, truc intéressant par rapport à ces cartes là, le refroidissement, que ce soit la GTX ou la GTS, ou même vous le verrez dans un autre épisode, la GTS 320 mégaoctets, elles ont exactement le même refroidissement, alors qu'il y a une carte qui, pour rappel, a quand même 33% de CUDA-Core en plus, et ça se sent au niveau température, la GTX elle se retrouvait facilement autour des 75 degrés, là où la GTS était souvent en dessous des 70 degrés. Aussi, petite conclusion par rapport à leur date de sortie, faut pas oublier que c'est des cartes qui datent de fin 2006, donc vraiment des cartes qui sont vieilles. À l'époque c'était vraiment, certes des cartes qui étaient chères si on a juste pour inflation, mais vous avez vraiment le top du top, et surtout je trouve que le prix était vraiment bien dosé. La GTX était à 600$, la GTS était à 450$, vous enlevez un quart du prix pour enlever un quart des performances de manière globale, ce qui fait que c'était vraiment assez intelligent de la part d'NVIDIA. Vous voulez un quart de puissance en moins, vous payez un quart en moins. C'est vraiment, je trouve ça assez bon. Alors vous avez aussi un petit peu de VRAM en moins, vous avez un petit peu de fréquence en moins, donc dans les faits, techniquement la plus rentable c'est la GTX, vu que pour un tiers du prix, vous avez plus d'un tiers de GPU en plus, mais pour l'époque, je trouve que les prix étaient vraiment bien faits. Ça change d'aujourd'hui, Nvidia qui charge des milliers d'euros pour des graphiques qui sont pas les meilleurs. À l'époque, je trouve qu'ils ont vraiment fait des prix qui étaient cohérents. Certes, c'était un gros gap par rapport à la 7900 GTX à la 8800 GTX. Le prix était 20% plus élevé, mais faut pas oublier que pour 20% en plus, vous avez beaucoup plus de CUDA-Core, vous avez 50% de VRAM en plus, vous avez plus de 50% de bande passante mémoire en plus, vous avez
avez des supports logiciels et des compatibilités qui sont vachement accrus. Vous pouvez faire des calculs avec ces cartes graphiques, ce qui avant n'était pas le cas. Et vraiment, ça aide beaucoup. Comme je l'avais dit avant, le meilleur processeur, c'était le processeur quad-core extrême de Intel qui valait 1000 $, avec une puissance de 85 gigaflops. Là, une carte graphique qui à l'époque valait 450 $ vous donnait plus de 200 gigaflops, et une carte graphique à 600 $ vous donnait plus de 300 gigaflops de puissance. Ce qui en vrai est complètement impressionnant comme résultat pour l'époque. C'est complètement dingue. Si vous étiez un professionnel, vous pouvez pleinement profiter de ces cartes là et du coup accélérer vos rendus mais de manière magistrale. Et si vous étiez un gamer, vous pouvez avoir des cartes graphiques ultra puissante, et pour pas cher, la GTS 640 est plus puissante que la 7900 GTX avec plus de VRAM et 10% moins cher. Donc à l'époque c'était vraiment un banger cette carte là. Voilà, donc je pense que ça conclut bien cette vidéo. C'était vraiment deux cartes super impressionnantes pour leur temps. Pour la prochaine vidéo, ça va être une vidéo sur un processeur AMD, donc on va retourner sur des vidéos de CPU. Par contre pour l'épisode 7 de RTP, ça va être un processeur Intel, et pour cet épisode je vais faire les choses différemment. Pour l'épisode 7, je pense que j'essaierai aussi de filmer certaines portions de gameplay avec le processeur pour que je puisse vous mettre un petit peu des images, de voir qu'est-ce que ça donnait vraiment visuellement, les résultats que vous voyez en benchmark habituellement, histoire d'un petit peu dynamiser. Donc là je suis vraiment en train d'essayer de peaufiner ma série. Aussi je m'y attendais, forcément au début quand j'avais commencé, bon j'ai mis un petit peu cette série en mode brut, gros bloc sur YouTube, pas très bien optimisé, mais je savais qu'avec le temps j'allais petit à petit raffiner le concept pour essayer de l'améliorer. Et là je suis vraiment dans une phase où j'essaie un petit peu de retravailler mes vidéos sans forcément tout changer. Bon, malheureusement c'est sûr que si je changeais tout, j'aurais moyen de faire des trucs qui seraient beaucoup plus qualitatifs, mais j'essaie de le faire petit à petit, histoire de moins m'adapter, parce que c'est quand même du temps de travail en plus pour certains trucs. Voilà, en espérant que ça vous plaise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais à l'époque vous avez connu ces cartes graphiques, n'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à une prochaine. Allez, salut!